Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Guibert, responsable des formations universitaires ici à l'Estoile, à l'Université d'Angers. Deux options de licence 3 et quelques étudiants de licence, et une option de master, un parcours de master. Option de licence 3, tourisme et nautisme, puis patrimoine et culture littorale, et en master, master tourisme, aménagement touristique et développement des destinations pour le master 2, et espace et société littorale pour le master 1. Bref, vous avez compris, on est dans le tourisme littoral. Avancez, avancez. Alors, donc vous êtes présents ici pour cette troisième rencontre Surf et Culture, troisième édition. La première édition, il y a 2 ans, avait eu lieu exclusivement en distanciel, vous vous doutez des raisons. L'an dernier, pendant les championnats de France, merci Pascal d'avoir donné l'occasion et la possibilité d'organiser les rencontres donc, pendant les championnats de France. Et cette année, troisième rencontre sur ce thème, surf et culture, avec une identification autour des questions du genre. Donc présentiel, du distanciel, événement national, voire international, parce que je crois savoir qu'il y a des collègues marocaines, belges, et également suisses qui doivent être connectés sur le YouTube. Donc je vous souhaite tous la bienvenue. Je voudrais remercier, quelques rapides remerciements, la ville des Salles, qui met à disposition les locaux pour cette antenne universitaire. Je voudrais remercier également Guillaume Bastien, qui est venu spécialement d'Angers pour la technique et assurer la technique d'aujourd'hui. Et bien sûr les intervenantes et les intervenants, dont certaines plutôt, viennent de loin, certaines ont dépassé l'Adour. Alors pour ceux qui sont bons en géographie, l'Adour c'est tout en bas, et quand on habite au sud de l'Adour, généralement, tout ce qui est au nord de l'Adour, c'est vraiment le Grand Nord. Donc là, les Sables d'Olonne, c'est vraiment le nord. Je voudrais remercier Amalia Gomis, qui n'a pas pu être présente, qui est remplacée par Margot Desrosiers, également Aimé Aramon-Tucot, Emmanuel Blanchet, Caroline Angibaud et Marie Chauchet. Je voudrais remercier Charlène Dozio. Grâce à Charlène, on va s'évader un petit peu sur les plages marocaines. Dominique Jaouen et Anne-Laure Robe, qui sont les référents ici en Vendée de la commission mixité de la Fédération française de surf. Je voudrais remercier également Chloé, Amandine, Elisa et Louise, qui sont arrivées un petit peu en retard, mais elles sont là. 4 étudiants de Master 1 qui vont évoquer auprès de vous un projet associatif. Je souhaite aussi remercier pour leur confiance les surfeurs artistes locaux, Bruno Mottet, Lucas Barbero et Manon Fourré qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, être présents, et Stevie Potterlo qui est là également. Donc on aura un moment, après la table ronde et après le film, un moment de convivialité où on pourra aller voir donc les œuvres d'art exposées et boire un coup, si vous en êtes d'accord. Je voudrais également remercier les étudiants de Master 2, donc là il y a quelques exemplaires, il y en a d'autres ici, un peu par là, ici également, sans qui l'événement n'aurait pu avoir lieu, les gardes du corps à l'entrée. Donc voilà, sans eux, effectivement, pas de manifestation, donc je vous remercie toutes et tous. Alors le programme, je vais utiliser... j'ai fait un PowerPoint, alors, les étudiants qui me connaissent, c'est plutôt assez exceptionnel. Donc j'ai fait un PowerPoint. Alors moi j'ai simplement copié-collé le programme que, semble-t-il, vous connaissez toutes et tous. Donc 15h15, c'est moi. Ensuite, la table ronde, le surf, un moyen pour interroger le genre. Avec l'animation des étudiants et étudiantes ici présents. Nous aurons donc l'association El-Ride qui présentera son objet et les objectifs de cette association dans un second temps. La projection du film de Charlène, Émerger. On se déplace au Maroc. Et ensuite, moment de convivialité. Alors j'ai vu qu'il y avait un S à convivialité, mais en fait, on va considérer qu'on est tous très conviviaux et qu'il y a plein de convivialité. Donc, voilà. Et donc, on a mis 20 heures clôture. On verra si on s'arrête avant ou si on continue. On va essayer de suivre le programme. Si l'aventure, voilà, les débats, les échanges étaient pertinents, dont je ne doute pas, on pourrait prendre un peu de souplesse. Alors, l'objectif donc de ces troisième rencontres consiste à questionner, à interroger, en toute bienveillance, et j'y tiens, ce que, au sens large, les mécanismes sociaux liés au genre font au surf. Et je vous propose, alors sans faire un cours de sociologie, alors certains en ont peut-être un peu marre d'ailleurs, la socio, je sais pas,
mais finalement de revenir un petit peu sur quelques données, des éléments de contexte qui permettent un peu de planter le décor pour savoir de quoi on parle. Donc vous l'avez compris, on va tenter de parler de choses sérieuses, tout en restant accessible, et en tentant donc de déconstruire des stéréotypes, des préjugés et autres croyances. Alors c'est un sujet complexe, hein, la question du genre, pluriel, et qui mérite à mon sens toute notre attention. Alors je me permets, voilà, quelques données statistiques. Alors je vais passer très vite, hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Je m'inspire des données de l'INSEE, des données du ministère du Travail, des Sports, de la Culture, etc. Pour dire, voilà, en tout cas essayer de répondre à la question, une société française égalitaire, point d'interrogation. Quelques focus sur l'emploi, très rapidement. Les femmes et les hommes n'exercent pas les mêmes métiers pour des raisons culturelles, en lien avec l'État, les institutions que sont l'État, la famille, la religion, mais aussi la médecine, pourquoi pas le sport, et historiquement ancrés dans des systèmes de représentation, donc autrement dit dans une manière de penser. Les femmes occupent moins souvent des positions d'encadrement que les hommes et sont moins nombreuses parmi les hauts salaires, donc on peut ici parler d'un plafond de verre. À catégorie sociale comparable, elles n'exercent pas dans les mêmes secteurs professionnels. Les métiers majoritairement exercés par les femmes sont aussi souvent les moins bien payés. Si l'on retire l'effet de profession exercée, les métiers gagnent en moyenne 5,3% de moins que les hommes. Et ici, il s'agit de discrimination salariale, et même l'INSEE ne sait pas expliquer cet écart de 5,3%. Parmi les 10% des salaires les mieux payés, 28% sont des femmes et 72% des hommes. Donc ça, c'est le cas français, hein, bien sûr. En grimpant davantage dans la hiérarchie des salaires, la proportion de femmes diminue encore. Et au sommet de la pyramide, les hommes occupent 92% des 1000 postes les mieux payés en France. La proportion de femmes parmi les 10% les mieux payés en France est passée de 17% en 1970 à 33% en 2020, selon les travaux de Thomas Piketty. Et en bas de la hiérarchie, à l'inverse, 72% des Françaises et des Français qui sont concernés par le temps partiel subi sont des femmes. Focus sur l'engagement en politique. En 2021, lorsqu'on regarde la distribution hommes-femmes en France, 35% des sénateurs et sénatrices sont des femmes, les députés représentent 37%, et les conseillers et conseillères municipaux sont à hauteur de 45% des femmes. Et donc le bilan de la parité en politique est de moins en moins défavorable aux femmes, mais il y a des permanences qui subsistent au sein des fonctions, notamment à haute responsabilité. Autrement dit, plus on monte dans la hiérarchie des fonctions électives, plus les postes sont réservés, entre guillemets, aux hommes. Donc voilà, j'avais simplement mis ce petit graphique où on voit voilà, l'évolution historique depuis les années 50 jusqu'aux années 2020. En bleu clair, les parts de femmes conseillères municipales, donc là on augmente, on est presque à une parité, hein, 45% hommes-femmes, mais concernant les fonctions de maire, il ne faut même pas exagérer, hein, on n'est qu'à 15-20% de femmes. Focus sur les conditions de vie. Temps journalier consacré au travail domestique, les hommes 2 heures, les femmes 3h26, donc ça c'est des données que vous connaissez, en tout cas on entend souvent parler dans les médias, par des personnes qui se consacrent tous les jours au moins 1 heure de travail domestique, au travail domestique, les hommes 35%, les femmes près de 80%. Là encore une fois des inégalités. J'avais trouvé ce tableau intéressant, hein, incidence de la naissance des enfants sur l'emploi des parents. Voilà, là on est sur des données un petit peu moins visibles, qui passent peut-être un peu plus inaperçues. Par exemple, lors du premier enfant, déclare à l'arrivée du premier enfant, à une ou plusieurs incidents sur l'emploi, 24% des femmes sont passées à temps partiel, 27% par exemple ont pris un congé parental, contre simplement 2% des hommes qui sont passés à temps partiel et 7% qui ont pris un congé parental. Donc on voit ici que les bifurcation familiale, l'arrivée d'un enfant, a des effets sur le travail, davantage des femmes plutôt que les hommes. Je pourrais vous donner le PowerPoint, les étudiants, hein, si ça vous intéresse. Alors voilà quelque chose qui peut aussi nous intéresser, un focus sur l'enseignement supérieur. À l'université, les femmes sont plus nombreuses, les étudiantes, 59%, les hommes 41% en 2018-2019, alors qu'elles n'étaient que 43% en 60-61. Donc voilà, en un peu plus d'un demi-siècle, il y a une féminisation des études supérieures en France, largement. Toutefois, les écarts persistent dans les choix de filière. Les étudiantes représentent 70% de la population étudiante en lettres et sciences humaines, 64% en médecine-pharmacie, mais que 28%
en école d'ingénieur. Donc les formations les plus élitistes, les plus techniques, sont réservées finalement à une population d'étudiants aux dépens d'une population d'étudiantes. Et donc les femmes ont un niveau de diplôme globalement plus élevé, mais moins économiquement rentable sur le marché du travail. Alors, finalement, tout ça s'inscrit dans des rapports sociaux de domination masculine qui sont historiquement et culturellement ancrés, et je m'autorise une petite lecture d'un vieux bouquin, un vieux livre. Alors, c'est pas n'importe quel livre, c'est un ouvrage publié par un philosophe en 1895, qui s'appelle Théophile Funk-Brentano, publié chez Plomb, donc une maison d'édition solide, sérieuse. Et ce livre a obtenu le prix prestigieux Bordin, le prix Bordin. Bon, je ne connaissais pas, je crois que parmi vous, il y en a qui connaissent. En 1895, qui est un prix de littérature et de philosophie qui est décerné par l'Académie française. Donc voilà, ça institutionnalise le poids de cet ouvrage, hein, et ça le légitime. L'auteur, à l'époque, était professeur à l'école libre des sciences politiques, c'est l'ancêtre des Sciences Po, les IUP. Donc je vous lis un petit passage que je trouve assez singulier. Donc ça s'appelle L'homme et sa destinée. Il y a un chapitre, la pensée de la femme. La femme, hein. Donc là, déjà on uniformise. Alors je cite, la pensée de la femme est la même que celle de l'homme, seulement d'autres organes se trouvent à sa disposition. Les sensations que lui transmettent ses tissus sont plus délicats et à la fois plus courtes, plus limpides et plus vives. L'attention dont la femme est capable est moins soutenue, et ses instincts organiques l'absorbent et l'entraînent plus facilement. Autrement dit, il est un peu moins stable, la femme, quand même. Il en résulte que sa pensée s'attache davantage aux nécessités journalières de la vie, donc les enfants, le ménage, on est d'accord. Elle en ressent d'autant plus complètement les effets que, étant plus faible, les impressions qu'elle reçoit sont plus fortes, donc elle n'arrive pas à se contrôler, d'accord. Les abstractions pures lui paraissent froides et incompréhensibles. La science et les effets d'attention qu'elle exige sont sans attrait pour elle, etc., etc. Donc en fait, on est ici sur une production intellectuelle qui est dominante à la fin du XIXe siècle. On est sur une lecture bourgeoise de la société où les femmes bourgeoises ne travaillent pas, alors que les femmes populaires ont toujours travaillé. Et donc il y a des permanences de ce mode de pensée. Ah, c'est cassé. Ah non, c'est vrai. Et donc dans le sport, on va ouvrir et affiner vers le sport puis le surf. Et dans le sport, eh bien voilà, article du Monde, paru en 29 avril 2021, la proposition de loi visant à démocratiser le sport, adoptée le 19 mars 2021 à l'Assemblée nationale, entend parvenir à la parité intégrale dans les instances pour les élections qui se tiendront après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le cadre des JO de Paris 2024, un objectif escompté de parité homme-femme chez les sportifs. Alors, les femmes étaient 46% à Rio en 2016, 49% à Tokyo en 2021, donc on y arrive, hein, on fait tout. Or, parce qu'en fait, dès qu'il y a une bonne nouvelle, il y a toujours un or. Or, sur 36 fédérations françaises de sport olympique, et dorénavant la Fédération française de surf, vous le savez, eh bien, dans l'ensemble des fédérations olympiques, hein, en France, uniquement 2 femmes sont présidentes de ces instances. Et donc, ça me fait penser à cette phrase que j'aime bien de Pierre Bourdieu, la force de l'ordre masculin se voit au fait qu'il se passe de justification. Et alors, exemple très contemporain, c'est l'époque de la Coupe du Monde de football, on parle de l'équipe de France. Et on sait spontanément qu'il s'agit de l'équipe de France masculine. Et les médias, les journalistes, quand ils parlent de l'équipe de France féminine, eh bien ils disent équipe de France féminine. Donc voilà, l'ordre masculin se passe de justification, ça devient ordinaire. Alors, dans le surf, donc il y a quand même un système de croyances, de préjugés qui entoure ce sport. Voilà, la photographie de l'ouvrage, je développe cette idée assez largement. Des préjugés, hein, les libertés, l'indépendance, la contre-culture qui caractériseraient un peu spontanément le surf. Bon, il n'en est rien en fait. Et bien le surf est-il une activité sociale déconnectée des normes en vigueur, en France ou à l'étranger, ou à l'inverse. Et finalement, comme nombre d'activités sociales, l'univers de surf, les médias spécialisés, les compétitions, le surfwear, les sponsors, etc., contribuent-ils à maintenir des hiérarchies et des stéréotypes de genre. Et donc, je me suis un peu amusé à fouiller dans mes vieux cartons, j'ai regardé les couvertures de
collection personnelle de surf session, de surf saga, surf trip, surf mag, etc. À peu près 150 numéros que j'ai acquis voilà, pendant mon adolescence. Donc ça date des années voilà, 80, 90, 2000, 2010. Sur ces 150 numéros, 150 couvertures, donc une seule couverture où il y a une vague, donc il n'y a ni homme ni femme. C'était pour le numéro anniversaire des 30 ans de Surf Session. Un seul Surf Session avec un surfeur et une femme en maillot de bain pour annoncer un numéro spécial girl. Un seul Surf Session avec une femme en couverture sur les 150. Hein. Un seul Surf Session, donc un seul magazine avec voilà, une championne de surf et un spécial maillot. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avec toutefois à l'époque quand même l'édito de J.B. The Soutray qui voyait bien quand même qu'il y avait une problématique de genre là, assez tôt d'ailleurs dans sa manière d'appréhender le phénomène. Et toutes les autres couvertures, c'est un homme, systématiquement. Alors, pourquoi pas à la limite? Sauf que ça, en fait, ça structure nos manières de penser, nos manières de représentation, enfin de penser le surf lorsqu'on est lecteur de ce type de magazine. Et donc, selon moi, les médias spécialisés structurent sur le mode du ça va de soi, c'est ordinaire, un regard normatif et sexiste, qui assigne un rôle précis aux femmes et aux surfeuses. Donc voilà à quoi ça ressemble. La surfeuse, la Wendy Bottage, championne du monde dans les années 90, mais bon, on parle d'elle parce qu'il y a aussi le spécial maillot. À droite, hein, le Surf Matos, alors ça c'était les numéros spéciaux qui sortaient un peu annuellement pour faire le point sur le matériel, les planches, les combinaisons, etc. À gauche, le surfeur qui est engagé dans une figure très technique, d'accord, la puissance, la musculature, et à droite, une posture féminine, tout à fait explicite. Le numéro de l'été 99, Special Girl, hein, 68 pages d'action, de mode et de shopping. Donc on réduit les femmes au shopping, en quelque sorte. Bon, les pubs briefs que certaines connaissent, qui sont quand même un classique du genre, d'un point de vue un peu hétéronormé. Voilà, à droite, le hors-série bikini. Bon, on est quand même sur des postures un peu ostentatoires, quand même. Des postures corporelles ostentatoires. Ici, un reportage, là, comme chaque hiver, dans les surf sessions, sur l'hiver à Hawaï, d'accord, donc les grosses vagues, surfeurs, et à droite, je lis parce que c'est tout petit, Alana Blanchard est la seule bombe à rivaliser avec le swell pour un photographe. Alors, dans le langage surf, une bombe, c'est une belle vague. D'accord. Et bon, le summum, c'est la pin-up, toujours dans surf session, avec la petite phrase en bas, hein, dire qu'il y en a qui vont surfer quand il y a ça sur la plage. Alors le ça, c'est la dame, hein, le ça. Et donc on a affaire ici à des stéréotypes de sexe hiérarchisants, essentialistes, avec une sexualisation des corps féminins qui en forment les identités de sexe, et des injonctions normatives et esthétiques corporelles, donc des injonctions qui portent sur le corps des femmes, et donc des assignations genrées des rôles féminins à travers des postures et des usages du corps spécifiques. Toutefois, et je terminerai là-dessus, on peut parler d'une forme de conscientisation voilà, des rapports de genre, des dominations masculines, avec l'effet MeToo, avec l'effet balance ton port, on en a tous entendu parler, mais aussi des mécanismes d'institutionnalisation. Par exemple, il y a l'existence d'un haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un ministère avec une ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et par exemple, l'obligation, c'est dans la loi, pour les entreprises, depuis 2021, je cite, de sensibiliser et lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc voilà, il y a des prises de conscience évidentes. On peut aussi ajouter donc, la commission mixité à la Fédération française de surf depuis 2021, c'est ça? Des prize money équivalents sur le surf professionnel entre femmes et hommes au sein donc, des étapes du Championship Tour, des surfeuses qui rivalisent, alors j'ai mis qui surpassent, hein, les surfeurs dans les grosses vagues, des effectifs de surfeuses en hausse régulière, notamment licenciées, et des manifestations valorisant la pratique féminine, le Queen Classic Surf Festival par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Et la question c'est est-ce que tous ces dispositifs sont suffisants? Donc je pense que la table ronde ici permettra d'apporter quelques éléments de réponse. Et donc ces questions sont d'actualité, d'où l'utilité de ces troisième rencontres surf et culture, et je conclus sur ça. Alors, Allez les filles, c'est pas un hasard. Allez les filles, c'est un titre d'un ouvrage de Baudelot et Establec, qui sont deux sociologues
français assez connus, qui ont travaillé sur le système éducatif. Et leur ouvrage qui porte sur le système éducatif tout au long du XXe siècle explique finalement que les filles gagnent en présence, pour le faire très vite. Et il parle de révolution silencieuse. Et le titre, c'est « Allez les filles, une révolution silencieuse ». Et donc là, « Allez les filles », en l'occurrence ici, une vague surfée par une surfeuse. Et je donne, allez, pas que le doigt, mais un peu plus, qu'aucun homme ici est capable de surfer ce type de vague. En tout cas, moi, j'y vais pas. Voilà, merci.